Alors, après avoir vu les enjeux de la GRH ainsi que les domaines de la GRH, on passe maintenant aux relations humaines à l'entreprise. Tout d'abord, nous allons commencer par une analyse théorique de la GRH qui montre les phases de motivation de l'homme. Tout d'abord, il y avait l'homme économique développé par Tyler, Ford et Fayol, soit l'organisation scientifique de travail, où l'homme était motivé par l'argent, le rendement ou bien le salaire. Ensuite, il y a l'homme social développé par Mayo, McGregor et Abraham Maslow qui se sont plus intéressés aux besoins et à la satisfaction et l'insatisfaction de l'être humain, qui montre que l'homme est plus motivé par le travail en groupe et par l'estime de soi. Ensuite, il y a l'homme impliqué, l'exemple des entreprises suédoises où il y a une faible distance hiérarchique, une motivation, une confiance et une valorisation de l'être humain et aussi une implication et une participation du personnel dans l'entreprise. Ensuite, passons au style de commandement. Il y a 4 styles de commandement développés par Likert qui sont le style autoritaire, le style paternaliste, le style consultatif et enfin le style participatif. Dans le style autoritaire, le chef décide tout seul, il impose ses décisions par des sanctions, aucune confiance n'est accordée aux subordonnés et il y a une gestion ferme et sévère. Et donc c'est très démotivant pour le personnel dans une entreprise. Il y a ensuite le style paternaliste, appelé aussi bienveillant, où le chef décide tout seul, il essaie de vendre sa décision aux autres, il y a des sanctions ainsi que des récompenses, il y a peu de confiance accordée aux subordonnés ou bien aux employés, et il y a aussi une instauration d'un esprit de maison. C'est un mélange entre le personnel et le professionnel, donc le chef se prend pour un père de famille dans une entreprise. Il y a aussi le style consultatif. Dans le style consultatif, les dirigeants consultent les subordonnés et essaient de les impliquer dans les décisions. Il y a une communication ascendante et descendante. Et il y a un esprit d'équipe et une motivation. Reste enfin le style participatif. Dans le style participatif, le personnel s'intéresse à toutes les décisions de l'entreprise. Il y a aussi une décentralisation très forte de la décision et une motivation importante et un engagement dans l'entreprise. Alors maintenant passons à la communication interne. Comme j'avais expliqué avant, la communication exige 2 parties, un émetteur et un récepteur. Et entre ces 2 parties, il y a une information, un message et un feedback. Et donc la communication interne représente l'ensemble des actions d'échange d'informations au sein d'une entreprise. Pour communiquer dans une entreprise, il faut plusieurs moyens. Parmi ces moyens, il y a le journal d'entreprise, la boîte à idées, les réunions, les formations. Et donc tout ceci a 2 rôles nécessaires qui sont le rôle informatif, c'est communiquer le chiffre d'affaires, les stratégies d'entreprise, connaître quelles sont les orientations de l'entreprise et aussi un rôle social tel que favoriser le sentiment d'appartenance, de motivation dans une entreprise et avoir un bon climat social. Ensuite, passons aux relations professionnelles dans une entreprise. Dans une entreprise, il existe un comité d'entreprise, des délégués de personnel et une section syndicale d'entreprise. La comité d'entreprise est faite pour les très petites entreprises. Elle est composée de délégués de personnel et de délégués syndicaux. Tout ceci pour assurer la diffusion de l'information et de résoudre les problèmes. Ensuite, il y a les délégués syndicaux. C'est pour les très petites entreprises aussi. C'est moins de 10 salariés. Ils sont votés et élus par le personnel pour exprimer les revendications des salariés et leurs besoins. Ensuite, il y a une section syndicale d'entreprise. Elle est composée de délégués syndicaux pour exprimer les revendications et négocier avec les dirigeants d'entreprise. On passe maintenant aux conflits sociaux et les négociations. Il existe 2 types de conflits, les conflits individuels et les conflits collectifs. Pour les conflits individuels, ce sont des conflits entre un salarié et un supérieur hiérarchique. Quant aux conflits collectifs, c'est entre un groupe de salariés et la hiérarchie. Pour régler ces conflits, il y a 2 types de résolution. La première, c'est pour les conflits individuels. C'est soit à travers des sanctions hiérarchiques,
l'intervention de l'inspecteur de travail ou bien le recours à la justice qui se fait en dernier lieu. Ensuite, s'il y a des conflits collectifs, on opte pour une démarche, c'est la négociation collective, la conciliation, la médiation et enfin l'arbitrage. Pour la négociation collective, elle se fait à travers le représentant de personnel qui négocie avec la hiérarchie. Si la négociation collective ne marche pas, on passe par la suite à la conciliation. La conciliation, il consiste à mettre en place une commission composée de salariés, d'employeurs et de représentants de l'État qui trouvent une solution à ce problème. La médiation consiste à demander à une personne tierce, neutre et compétente de proposer une solution qui peut être refusée par la suite par les deux parties. En dernier lieu, il y a l'arbitrage. Si les trois démarches précédentes n'aboutissent pas à une solution, l'arbitrage consiste à choisir une personne. Ce sont les deux parties qui choisissent la même personne. C'est un commun accord. Et cette personne propose une solution qui doit être imposée à tout le monde.